Bonjour, je suis très contente d'être ici pour vous présenter cette recherche que j'ai réalisée avec Roberta de Rosas, chef de service dans l'association de santé communautaire Autre Regard, association qui travaille pour et avec les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe. Que dorénavant j'appellerai TDS pour faire vite, et j'ai décidé d'en parler au féminin, même si les personnes que nous avons interviewées ne sont pas que des femmes, mais représentent quand même la majorité. Les femmes et les personnes trans M2F, donc j'ai décidé d'en parler au féminin pour ça. Donc il s'agit d'une recherche collaborative qui est née au cours du premier confinement, donc entre mars et mai 2020, quand nous étions tous renfermés à la maison et le Covid nous était présenté comme une maladie mortelle, et donc tout le monde avait peur. Et nous voulions comprendre comment les TDS donc, de Marseille s'étaient réorganisés face à la diminution du travail, à la fois parce qu'elles étaient assignées à résidence comme nous tous, et parce que les clients circulaient beaucoup moins. Pour celles qui travaillent en présentiel. Après, celles qui travaillent pour SexCam, la question était moindre, disons. Nous nous demandions sur quel ressort s'appuyaient-elles pour s'en sortir au jour le jour, enfin, quelles étaient leurs stratégies de réponse. Et pour situer notre questionnement dans un contexte un peu plus général, nous nous sommes tournés vers les travaux de l'histoire qui montrent que si les grandes crises touchent toutes les couches sociales, les couches les plus précaires sont affectées de manière beaucoup plus brutale, disant que ce que pour d'autres pourrait s'apparenter à un changement ou à un petit changement, pour elles s'apparente à une catastrophe qui met carrément en danger leur existence entière. Et cela ne dépend pas tellement de la pauvreté en soi, mais de l'accumulation de vulnérabilités, donc étymologiquement d'une potentialité à être blessé. Donc voilà, en relation à notre cas spécifique, nous voulions prendre un peu de recul face aux idées reçues et nous demander si les TDS sont vraiment une population en situation de vulnérabilité, en considérant la vulnérabilité comme une condition produite par le contexte socio-économique et politique, comme le font nos travaux sur les sex workers, et certainement pas comme une qualité de ces personnes, pas comme une faiblesse. Deuxièmement, il nous semblait important d'examiner quelles sont, à l'aide de notre cas d'étude, quelles sont les ressources qu'il est avantageux d'avoir en cas de crise, en plus des ressources matérielles. Et aussi de considérer les personnes en situation de vulnérabilité, si tant est que ces TDS pouvaient être considérées telles, comme des acteurs à part entière, certes soumis à des contraintes structurelles fortes, mais qui pouvaient créer de nouvelles solutions. Donc de prendre un peu de distance aussi par rapport aux travaux sur les stratégies de réponse des populations en situation de crise. Donc pour ce qui est, et plus largement, disons cette recherche, mais je ne vais pas y revenir ici, interroge la relation entre l'État et ses marges. Mais on va l'aborder aujourd'hui. Donc pour ce qui est de la méthodologie, donc Roberta et moi, nous avons défini la grille d'entretien, et ensuite, le questionnement, ensuite les entretiens ont été réalisés par Roberta et par Domi, une animatrice de prévention PER au sein de donc Autre Regard, que je répète, est une association de santé communautaire, donc dans laquelle travaillent les personnes travailleurs du sexe. Et donc Domi nous a aidé à la fois à faire les entretiens, mais aussi dans l'écriture, par ses commentaires, en revenant sur certains sujets, etc. Donc il s'agit d'une recherche participative et d'une écriture collaborative. Concrètement, voici la liste de personnes que nous avons interviewées. Je spécifie qu'il s'agit de personnes qui travaillent dans la prostitution librement, sans exploitation. Et ce qui ressort des entretiens, c'est... Alors, premièrement, voilà, vous voyez qu'il y en a qui travaillent en présentiel, en lieu privatif, il y en a qui travaillent en extérieur, et il y en a qui alternent les deux, sachant qu'il y en a aussi qui travaillent par Internet, par SexCam.
Et ce qui est important de retenir, c'est que les différentes typologies de travail se traduisent aussi dans d'importantes différences de rémunération. C'est-à-dire qu'une passe sur le trottoir est rémunérée de 5 à 50 euros, mais le plus souvent tendant vers le bas, et qu'une prestation en lieu privatif est rémunérée environ 100 euros la demi-heure. Donc voilà, il y a, parmi les personnes interviewées, il y en avait qui pouvaient gagner plus et qui pouvaient gagner beaucoup moins. Donc ce qui ressort de nos entretiens, c'est que l'impossibilité formelle de travailler et ou la réduction du flux de clients a engendré des difficultés majeures, essentiellement dans le domaine du logement, c'est-à-dire de paiement de la location. Donc il y avait qui avaient de grosses dettes locatives et dans l'accès à la nourriture. C'était compliqué pour certaines d'avoir de quoi faire les courses. Donc il y en avait qui, par exemple, dépendaient des colis alimentaires. L'isolement social aussi a été un grand souci en causant des problèmes de santé mentale, mais je ne veux pas m'arrêter sur ça aujourd'hui. Je vais surtout me focaliser sur les conséquences matérielles de la crise, donc en termes de logement et d'approvisionnement alimentaire. Donc pour le travail, je vous ai dit, le flux de clients a été réduit, l'activité professionnelle a diminué pour toutes, mais pas tout le monde a pu se permettre d'arrêter de travailler, c'est-à-dire il en allait de celles qui travaillaient en intérieur, plus ou moins, ont vu le flux de clients diminuer, mais ont pu continuer tant bien que mal à travailler. En revanche, pour celles qui travaillaient dans la rue, c'était beaucoup plus compliqué, comme l'explique Ali, qui est un Algérien de 55 ans qui travaille comme travesti dans la rue et qui dit de toute façon il n'y avait pas de clients, alors je n'allais pas passer des heures à me préparer pour aller dans la rue pour rien. En revanche, il y a des TDS qui ont carrément envisagé d'arrêter le travail. Et c'est le cas de Paula, par exemple, qui est une Portugaise qui a arrêté par peur d'attraper le Covid. Et on va revenir sur le fait pourquoi certains ont décidé d'arrêter et pourquoi certains étaient prêts à continuer même en prenant des risques. La diminution ou l'arrêt du travail ont eu, je vous ai dit, des conséquences donc très lourdes sur la qualité de vie, vraiment sur la qualité de vie matérielle. Et Ali, par exemple, témoigne du fait qu'il n'arrivait plus à payer son loyer, il ne parlait de seul, et que aussi pour s'acheter de la nourriture, c'était très compliqué, donc il dépendait un peu de la solidarité de ses amis et de ses voisins. En revanche, la situation d'Ali, qui était, disons, la situation la plus commune parmi les personnes que nous avons interviewées, n'est pas celle de tout le monde. Par exemple, Paola, dont je vous ai parlé, a réussi, avant le confinement, à se réfugier dans son pays d'origine, un pays européen, donc d'Europe du Sud, portugaise, et où elle possède un logement, ce qui lui a permis de réduire ses dépenses de façon importante, où la vie était moins chère, et donc elle arrivait tant bien que mal à s'en sortir en puisant dans ses économies, même si ces économies arrivaient à la fin, au moment où nous l'avons interviewée, c'était fin avril 2020, et donc elle envisageait de reprendre le travail. Donc il nous a semblé qu'il y a une connexion importante, parce que le cas, je vous ai mis ces deux cas qui sont un peu représentatifs, mais le cas de Paola, donc, qui possède une nationalité européenne, était représenté aussi auprès d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes ayant une nationalité européenne, souvent elles étaient propriétaires de leur logement, ce qui change tout. Et donc il nous a semblé y avoir une connexion importante entre le fait d'être européen, c'est-à-dire avoir un enracinement de plus longue date ici ou dans un autre pays d'Europe, posséder un logement ou un petit patrimoine, avoir une liberté de circuler pour éventuellement se mettre à l'abri, comme l'a fait Paola, et la capacité de faire face à une crise. Donc, pour ce qui est de stratégie de réponse, donc, ce qui nous a frappé d'emblée, c'est que les TDS de Marseille n'ont pas adopté une réponse collective et coordonnée, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas réunis pour
demander, pour manifester et demander à ce que les institutions reconnaissent leurs conditions ou pour mettre en commun le peu de ressources qu'ils avaient pour faire une cagnotte et subvenir aux besoins des autres TDS, comme cela s'est produit dans d'autres villes en France et en Europe. Donc c'était un cas quand même assez particulier. Et à Marseille, elles ont réagi plutôt de manière individuelle en faisant appel à tout leur réseau. Alors, les entretiens montrent que le réseau familial n'a pas été beaucoup sollicité, souvent parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Il est dans un autre pays ou parce que la famille n'est pas à connaissance de la profession, disons. Le réseau de voisinage s'est mobilisé surtout de son initiative, ce qui était très bien. Mais le réseau qui a été le plus sollicité, qui s'est le plus mobilisé, c'est celui des TDS même. Mais toujours par connaissance personnelle, pas de façon collective officielle, disons. Donc, des TDS à la fois exerçant à Marseille, mais aussi dans d'autres pays d'Europe et du monde d'ailleurs. Donc, un réseau transnational. Et les TDS expliquent cela, disent que le support entre pairs existe depuis toujours et que ça, entre pairs, on est comme dans une famille de sang. C'est-à-dire que le fait de connaître les avantages et les risques du métier, ainsi que la stigmatisation à laquelle il est soumis, engendre la conscience de faire partie d'une même catégorie professionnelle, mais aussi sociale, d'expérience, disons, sociale. Et donc s'accompagne de pratiques de support mutuel qui visent à pallier l'absence de l'État, que je rappelle a été criante au cours de ce confinement parce que le travail des TDS est invisible d'un point de vue administratif. L'État n'a absolument, en dépit des cris des personnes les plus syndiquées, n'a absolument pas voulu intervenir en aide. Donc, le réseau de TDS a peu de moyens matériels, je vous l'ai dit, et les TDS ont peu d'économies de côté. La force de ces réseaux réside essentiellement dans ces ressources immatérielles, c'est-à-dire dans la circulation d'informations, et d'informations qui peuvent s'avérer vitales, qui se sont avérées vitales au cours du premier confinement, notamment concernant les aides qu'on peut demander aux différentes institutions et aux associations même, dont Autre Regard, par exemple, a mis en place des aides financières à la fois pour le paiement des dettes locatives et pour l'achat de nourriture à travers de tickets resto, tickets service. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait en demandant aux différentes fondations, etc., mais aussi à la préfecture. Donc l'État qui n'était pas présent était quand même, en réalité, qui ne pouvait pas être présent officiellement, a été quand même vaguement présent de façon officieuse. Et donc, naturellement, toutes les TDS ne font pas partie du même réseau. Il s'agit plutôt, nous avons remarqué l'existence d'une pluralité de réseaux qui se intersectent, je dirais, et aussi qui évoluent par niveau dégressif d'inclusion. C'est-à-dire qu'un premier niveau inclut toutes et tous les TDS de Marseille, dans une catégorie socio-professionnelle. Il y a une certaine solidarité. Un second niveau défini par l'origine nationale, toutes les Bulgares avec toutes les Bulgares, les Algériens avec tous les Algériens, ou la catégorie de genre dans le cas des trans, tous les trans avec tous les trans. Et un troisième niveau de solidarité, donc le plus circonscrit, est défini par le lieu de travail. Par exemple, toutes les TDS de la rue Curiole, Sénac et Thiers, celle du boulevard de Plombières et celle du boulevard du Prado. Donc des interconnaissances fondées sur la proximité géographique. Donc pour conclure, pour revenir aux questions que nous nous sommes posées au début de ce papier, en tout cas, effectivement, oui, les TDS au temps du confinement à Marseille réunissent plusieurs caractéristiques de la vulnérabilité. Elles sont effectivement une population vulnérable. Elles se trouvent aux marges de l'État par les droits associés à leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de droits, et leur travail est invisible, n'ont aucune couverture sociale et aucun levier, aucune possibilité d'accéder à des droits.
ils se trouvent dans une situation de santé aussi très souvent précaire, non seulement pour les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour la transition disons, de genre implique un parcours médical assez lourd et sont soumises aux fluctuations abruptes du volume du travail et donc à une perte brutale de revenus. Sont souvent sans économie parce que je vous ai parlé des tarifs de prestations, donc sachant que la majorité des personnes travaillent dans la rue, effectivement, ils ont peu à mettre de côté. Et souvent aussi parce que migrants, donc avec et venant disons, de situations déjà précaires dans leur pays d'origine, et donc sans ce patrimoine dont je vous ai parlé, auquel pouvaient avoir accès, ou un patrimoine immobilier, auquel pouvaient avoir accès les TDS d'origine européenne. Mais, justement, les TDS ne sont pas toutes et tous vulnérables de la même manière ou au même degré. C'est-à-dire que le confinement n'a pas entraîné la même situation de détresse pour toutes les TDS de Marseille que nous avons rencontrées. Notre enquête a montré d'une part que le type d'activité exercée, indoor ou à l'extérieur, par sex-cam ou en présence, la nationalité, ça je n'ai de cesse de vous le répéter, européenne ou non européenne, qui dans notre recherche allait de pair avec la propriété d'un logement et donc l'accès à un certain patrimoine, pour petit qu'il soit. Le statut et l'expérience sociale de migrants ont été des éléments déterminants qui est tombé dans une situation d'extrême détresse et de faim, disons la vérité, et qui a pu traverser cette période avec des sacrifices, mais sans rencontrer de difficultés majeures. Disons donc que l'intersectionnalité des inégalités ou l'effet du cumul des facteurs de vulnérabilité est donc particulièrement visible dans le cas des TDS. Et ça montre que la pandémie de Covid-19 a fonctionné comme un détecteur, c'est-à-dire qu'elle a révélé et elle a approfondi ces inégalités sans pour autant en être la cause.